Quand j'ai trouvé mes vêtements éparpillés sur le trottoir comme des ordures, j'ai découvert que la trahison peut venir de qui on s'y attend le moins. Mon nom est Ondine Beaumont, j'ai 70 ans, et il y a 3 jours j'ai dormi sur un banc d'une place à Lyon parce que ma propre belle-fille m'a expulsée de la maison que j'ai construite de mes propres mains. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je gardais un secret qui changerait tout, un secret qui la laisserait sans toit du jour au lendemain. Tout a commencé quand je suis revenu de la pharmacie ce matin froid d'octobre. Le vent tranchant de l'automne français me faisait serrer mon manteau contre ma poitrine tandis que je marchais sur les rues pavées du quartier de la Croix-Rousse. J'étais sorti tôt pour chercher les médicaments de mon mari Gaston, qui était alité depuis 2 semaines avec une pneumonie qui refusait de s'améliorer. Les feuilles d'automne craquaient sous mes pas fatigués, et je sentais le poids de mes 70 ans dans chaque mouvement. Mes mains arthritiques serraient fermement le sac de la pharmacie, ces mêmes mains qui avaient tant travaillé pour construire notre vie, notre foyer, notre bonheur. En tournant le coin de la rue des Tisserands, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter au milieu de la rue. Là, sur le trottoir devant ma maison, notre maison couleur crème avec des volets bleus que Gaston et moi avions construite brique par brique il y a 47 ans, se trouvaient tous mes vêtements. Robes, manteaux, chaussures, tout jeté comme s'il s'agissait d'ordures communes. Mon cœur s'est emballé. Le sang a quitté mon visage, et j'ai senti mes jambes trembler. Non pas de froid, mais de choc pur. J'ai couru aussi vite que mes jambes de 70 ans le permettaient, trébuchant sur les pavés humides de rosée matinale. Mes chaussures de marche, usées par des décennies de promenade dans ce même quartier, glissaient légèrement sur les pierres polies par le temps. Quand je suis arrivé à la porte de ma maison, j'ai tenté de tourner la poignée dorée que j'avais moi-même choisie des décennies auparavant. Elle ne s'ouvrait pas. J'ai essayé encore, avec plus de force, mes articulations protestant contre l'effort. Rien. La serrure avait été changée. Valérie, j'ai crié, frappant à la porte avec mes poings tremblants. Valérie, ouvre cette porte. Le bruit de mes coups résonnait dans la rue tranquille du matin. Quelques voisins commençaient à sortir sur leur balcon, attirés par le vacarme. Je sentais leurs regards curieux et leurs chuchotements, mais j'étais trop bouleversé pour m'en soucier. La fenêtre du 2e étage s'est ouverte avec un bruit sec. Ma belle-fille est apparue, ses cheveux blonds parfaitement arrangés même s'il n'était que 8 heures du matin. Valérie avait 35 ans, était allemande, et avait épousé mon fils Rémi il y a seulement 2 ans. Depuis lors, notre cohabitation était devenue de plus en plus tendue. Elle portait une robe de chambre de soie que je ne reconnaissais pas, probablement achetée avec l'argent de notre compte commun. Son visage, habituellement masqué par un sourire faux, montrait maintenant une expression de satisfaction cruelle. « Ah, Ondine », elle a dit avec cet accent que je trouvais autrefois charmant, mais qui sonnait maintenant comme de la glace. « Tu es finalement revenu. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» j'ai demandé, pointant vers mes vêtements éparpillés. Ma voix tremblait de rage et d'incrédulité. « Pourquoi mes affaires sont-elles dans la rue ? » Gaston et moi avons parlé hier soir, elle a menti effrontément. Je savais que c'était un mensonge parce que Gaston pouvait à peine rester éveillé plus d'1 heure d'affilée. Nous avons décidé qu'il est temps que tu trouves un autre endroit où vivre. Cette maison est trop petite pour 4 personnes. J'ai senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. L'air a quitté mes poumons, et j'ai dû m'appuyer contre la porte pour ne pas tomber. C'est ma maison, Valérie. À moi et à Gaston. Plus maintenant, elle a répondu froidement, croisant les bras sur sa poitrine. Rémi travaille, mais il est d'accord avec moi. Tu as 1 heure pour ramasser tes affaires du trottoir avant que j'appelle la mairie pour qu'ils les emportent comme des déchets. La fenêtre s'est fermée avec force, le bruit résonnant comme un coup de tonnerre dans mon cœur brisé. Je suis resté là, planté, tremblant non seulement de froid, mais d'indignation et de désespoir. Comment était-ce possible ? Comment ma propre belle-fille pouvait-elle me faire ça ? Les voisins commençaient à apparaître aux fenêtres, chuchotant entre eux. Madame Fontaine, de la maison d'Axe en Grave-Côté, est sortie et m'a aidé à ramasser quelques pièces de vêtements. Ses mains ridées étaient douces et réconfortantes alors qu'elle pliait mes robes avec soin. Ma chère Ondine, elle a murmuré,
secouant la tête avec tristesse. Quelle situation terrible. Tu veux rester chez moi aujourd'hui? J'ai remercié, mais j'ai refusé. J'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin d'un plan. L'humiliation brûlait dans ma poitrine comme un feu, mais quelque chose d'autre grandissait aussi, une détermination froide et calculée. J'ai ramassé seulement le nécessaire et j'ai marché jusqu'au parc de la Tête d'Or, où j'ai passé toute la journée assise sur un banc, regardant les feuilles jaunies tomber des arbres tandis que mon esprit bouillonnait de pensées et de plans. Le parc était paisible, rempli du parfum des dernières roses de la saison et du son distant des enfants qui jouaient. Des couples âgés se promenaient lentement sur les allées, certains se tenant la main après des décennies de mariage. Cela me rappelait Gaston et moi dans des temps plus heureux, avant que Valérie n'entre dans nos vies comme un ouragan destructeur. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel lyonnais de teintes orange et rose, j'ai senti le froid s'installer dans mes os. Mes articulations me faisaient mal, et ma vessie protestait contre les heures passées sans bouger. Mais je ne pouvais pas rentrer à la maison, parce que je n'avais plus de maison. Cette nuit-là, quand la température a chuté à 5 degrés, j'étais sur le même banc, enroulé dans mon manteau le plus épais. Les lampadaires du parc créaient des cercles de lumière dorée dans l'obscurité, et le bruit distant de la circulation de Lyon me rappelait que la vie continuait pour tout le monde, sauf pour moi. Mais tandis que je tremblais de froid, un sourire a commencé à se former sur mon visage. Valérie avait commis la plus grande erreur de sa vie. Parce que ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que je n'étais pas juste une vieille dame retraitée. Pendant 35 ans, avant ma retraite, j'avais travaillé comme greffière au bureau d'enregistrement immobilier de Lyon. Et il y a 2 ans, quand Valérie a épousé mon fils, j'avais fait quelque chose qu'elle ne découvrirait jamais. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que la maison d'où elle venait de m'expulser, n'était plus la mienne. Les heures passaient lentement dans le froid de la nuit. J'entendais les sirènes occasionnelles des ambulances, le bruit des derniers trams qui rentraient au dépôt, et le rire distant des jeunes qui sortaient des bars du Vieux-Lyon. Chaque bruit me rappelait que j'étais seule, abandonnée, trahie par quelqu'un en qui j'avais eu confiance. Mais au lieu de me sentir vaincue, je sentais quelque chose d'autre grandir en moi, une résolution froide et impitoyable. Valérie pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle s'était débarrassée de la belle-mère gênante et qu'elle pouvait maintenant profiter de ma maison, de ma vie, de ma famille. Elle se trompait terriblement. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert sur ma belle-fille sur ce banc glacé de la place. Ce qu'elle m'a fait était terrible, mais ce que j'étais sur le point de lui faire serait dévastateur. Continuez à regarder, parce que dans les prochains chapitres vous verrez comment une femme de 70 ans peut devenir la pire ennemie que quelqu'un puisse avoir. Et quand vous découvrirez mon secret, vous comprendrez pourquoi j'ai souri cette nuit glacée, même en dormant à la belle étoile. Je me suis réveillée sur le banc de la place avec tout le corps endolori et le visage humide de la rosée matinale. Il était 6 heures du matin, et Lyon commençait à s'éveiller lentement. Les employés municipaux marchaient pressés vers le travail, les boulangers ouvraient leurs magasins, et moi, Ondine Beaumont, 70 ans, j'étais là comme une sans-abri. Mes vêtements étaient froissés et humides, mes cheveux gris ébouriffés par le vent nocturne, et mes articulations protestaient contre chaque mouvement. Le froid avait pénétré mes os pendant cette nuit interminable, et je sentais chacune de mes 70 années peser sur mes épaules comme un fardeau invisible. Mais mon esprit était cristallin. Pendant cette nuit sans sommeil, j'avais échafaudé un plan qui ferait regretter profondément à Valérie ce qu'elle avait fait. Je me suis levée lentement, mes articulations protestant contre le froid et la position inconfortable, et j'ai marché jusqu'à un café proche. Les rues de Lyon se réveillaient autour de moi. Les premières lueurs du jour illuminaient les façades anciennes du quartier de la Croix-Rousse, et l'odeur du pain frais commençait à flotter dans l'air automnal. Mes pas résonnaient sur les pavés encore humides de rosée, chaque bruit me rappelant que j'étais seule dans cette ville que j'aimais tant. « Bonjour, Madame Beaumont », a dit Antoine, le propriétaire du Café de la Paix, qui me connaissait depuis des décennies. Son expression amicale s'est rapidement transformée en inquiétude quand il a vu mon état. « Que vous êtes matinale aujourd'hui ? Et, pardonnez-moi la question, mais vous allez bien ?
Vous semblez. Je semble avoir dormi dans la rue, j'ai complété, forçant un sourire. C'est exactement ce qui s'est passé, Antoine. Ses yeux se sont écarquillés d'inquiétude tandis qu'il me servait un café bien chaud. La vapeur réchauffante montait de la tasse comme un baume pour mon âme blessée. Je lui ai raconté brièvement ce qui s'était passé, voyant son expression changer de surprise à indignation. Cette Allemande a du culot, il s'est exclamé, frappant sa main sur le comptoir. Expulser une dame de sa propre maison. C'est inacceptable. Vous voulez que j'appelle la police ? Calme-toi, Antoine, j'ai dit, réchauffant mes mains sur la tasse. Elle a peut-être gagné la première bataille, mais la guerre est loin d'être finie. Antoine a insisté pour me donner un croissant chaud et a refusé que je paie. Pour une dame si respectable que vous, c'est la moindre des choses, a-t-il dit avec chaleur. Cette gentillesse simple m'a presque fait pleurer, après la cruauté de Valérie, la bonté humaine semblait encore plus précieuse. Après le café, j'ai marché jusqu'au centre-ville, spécifiquement jusqu'au bureau central d'enregistrement de Lyon, où j'avais travaillé pendant plus de 3 décennies. Le trajet m'a pris 40 minutes, mes jambes fatiguées protestant contre chaque pas, mais ma détermination grandissait à chaque mètre parcouru. Le bâtiment imposant du bureau se dressait devant moi comme un temple de la justice administrative. Ces murs de pierre grise avaient été témoins de milliers de transactions immobilières, de contrats, de testaments, toute la paperasserie qui régit nos vies civiles. J'avais passé la moitié de ma vie adulte dans ces couloirs. Mon ancienne chef, Solange Mercier, maintenant âgée de 65 ans, dirigeait encore le lieu. Quand la secrétaire m'a annoncé, j'ai entendu sa voix familière crier « Ondine !» « Faites-la entrer immédiatement !» « Ondine !» elle s'est exclamée en me voyant. « Quelle merveilleuse surprise !»« Mais, vous êtes pâle. Il s'est passé quelque chose ?» Je me suis assise dans la chaise en face de son bureau, la même où je m'étais assise tant de fois pour discuter de cas complexes de transfert de propriété. L'odeur familière de papier ancien et d'encre m'a apporté une sensation de foyer que je ne ressentais plus depuis des jours. Solange était une femme élégante aux cheveux argentés toujours parfaitement coiffés, et ses yeux verts perçants ne rataient jamais un détail. Elle portait l'un de ses tailleurs classiques et ses lunettes de lecture pendant au bout d'une chaîne dorée, une image de compétence professionnelle que j'avais toujours admirée. « Solange, j'ai besoin de votre aide », j'ai commencé, et alors j'ai tout raconté. Chaque détail de l'humiliation, de la trahison, de la nuit passée sur la place. J'ai parlé pendant presque 1 heure, ma voix se brisant parfois quand l'émotion me submergeait. Les yeux de Solange brillaient de colère. Cette femme ne sait pas à qui elle s'attaque, elle a murmuré, tapotant son stylo sur le bureau avec agitation. Vous vous souvenez de ce que nous avons fait il y a 2 ans ? Comment aurais-je pu oublier ? Il y a 2 ans, quand Valérie a épousé Rémi, j'avais été témoin de plusieurs conversations téléphoniques en allemand. Ma curiosité avait été éveillée quand j'entendais répétitivement les mots « Geld »,« argent »,« herbe »,« héritage ». Mon allemand était basique, mais suffisant pour comprendre qu'elle tramait quelque chose. J'avais aussi remarqué qu'elle posait beaucoup de questions sur nos finances, nos propriétés, nos comptes bancaires. Elle s'intéressait particulièrement à nos testaments et insistait souvent pour que nous organisions nos affaires, pour protéger la famille. L'enquête, j'ai chuchoté. Vous avez encore les documents ? Solange a hoché la tête gravement. Tout archivé et documenté. Y compris les copies des certificats falsifiés qu'elle a essayé d'utiliser en Allemagne. Il y a 2 ans, utilisant mes contacts au bureau d'enregistrement et l'aide de Solange, nous avions découvert que Valérie n'était pas seulement une innocente jeune Allemande amoureuse de mon fils. Elle était une escroc professionnelle qui avait épousé 3 hommes âgés en Allemagne, tous coïncidentiellement décédés dans des circonstances suspectes après avoir modifié leur testament. Plus choquant encore, nous avions découvert qu'elle ne s'intéressait pas seulement à Rémi. Elle avait minutieusement enquêté sur notre famille et découvert que Gaston et moi possédions, en plus de la maison, un petit appartement au centre de Lyon que nous louions, et un compte d'épargne substantiel que nous avions accumulé au cours de décennies de travail acharné. Ondine, a dit Solange, ouvrant un dossier épais,
vous avez suffisamment de preuves ici pour non seulement détruire son mariage, mais aussi pour la mettre en prison. Bigamie, fraude documentaire, et il y a de fortes indications qu'elle pourrait avoir empoisonné ses maris précédents. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. Là se trouvaient les certificats de mariage falsifiés, les rapports médicaux suspects des maris décédés, et même des photographies de Valérie avec différentes identités. Elle utilisait des noms différents, Valérie Zimmermann, Valeria Müller, Valentina Schmidt. Mais il y a plus, a continué Solange. Vous vous souvenez quand elle a insisté pour que vous et Gaston fassiez un nouveau testament l'année dernière? Je me souvenais parfaitement. Valérie avait été très insistante, disant qu'il était important d'avoir tout organisé, au cas où quelque chose nous arriverait. À l'époque, je pensais que c'était de la sollicitude de sa part envers la famille. Eh bien, elle ne savait pas que je supervisais personnellement ce testament, sourit Solange malicieusement. Et j'ai pu, disons, faire quelques modifications qu'elle ignore complètement. Mon cœur s'est accéléré. Quel type de modification? Le type qui la rend juridiquement responsable de tout abandon ou mauvais traitement envers vous deux, a expliqué Solange. Si elle vous expulse de la maison ou ne s'occupe pas convenablement de vous, elle perd automatiquement tout droit à l'héritage. Plus encore, elle devient obligée de payer une indemnisation substantielle. J'ai senti une vague de soulagement et de satisfaction. Alors elle a commis l'erreur parfaite. Exactement. En vous expulsant de la maison, elle a activé une clause qui la rend coupable d'abandon de personnes âgées. Selon la loi française, c'est un crime grave, surtout quand il y a dépendance prouvée. Mais Solange n'avait pas terminé. Et il y a une troisième chose, Ondine. Vous vous souvenez quand vous avez signé les papiers de la maison il y a 2 ans? Valérie pensait qu'elle était incluse comme propriétaire. Oui, elle a tenu à être présente et à tout signer. Eh bien, ce qu'elle a signé était un document qui la rend légalement responsable de tous les coûts de la maison, impôts, entretien, assurance, mais sans aucun droit de propriété. Techniquement, elle n'est qu'une locataire sans contrat qui s'est rendue responsable financièrement de la propriété. Je n'ai pas pu retenir un éclat de rire. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti l'espoir renaître. Solange, comment puis-je utiliser cela? Nous avons plusieurs options, elle a dit, organisant les papiers. Première, nous pouvons l'accuser criminellement d'abandon de personnes âgées. Deuxième, nous pouvons la poursuivre civilement pour rupture de contrat et exiger une indemnisation. Troisième, nous pouvons utiliser les preuves de fraude pour la faire expulser vers l'Allemagne, où elle est recherchée par la police. Ou, elle a souri malicieusement, nous pouvons faire tout cela simultanément. J'ai quitté le bureau d'enregistrement avec un dossier plein de documents et un plan détaillé. Mais avant de l'exécuter, je devais vérifier une chose importante, comment allait mon mari Gaston. J'ai marché jusqu'à la maison, ma maison, et je suis resté à observer depuis la rue. Je pouvais voir Valérie dans la cuisine, parlant au téléphone. Elle gesticulait avec animation, probablement en train de raconter à quelqu'un comment elle s'était débarrassée de la belle-mère gênante. Le voir dans ma cuisine, utilisant mes ustensiles, touchant mes affaires, m'a rempli d'une rage froide. Cette femme avait pris ma place dans ma propre maison, et maintenant elle célébrait sa victoire comme si elle l'avait méritée. J'ai attendu jusqu'à ce qu'elle sorte faire des courses. Je l'ai vue partir avec un panier, probablement pour acheter de la nourriture avec notre argent. Alors, j'ai utilisé la clé qu'elle ne savait pas que je possédais, une copie que j'avais cachée dans le jardin des années auparavant, et je suis entré par la porte de derrière. L'odeur familière de ma maison m'a enveloppé comme un câlin. Le parfum des roses séchées que je gardais dans des vases, l'odeur du savon de Marseille que j'utilisais pour nettoyer, même l'odeur légère de pipe de Gaston, tout était là, inchangé, mais maintenant contaminé par la présence de Valérie. Gaston, j'ai appelé doucement, montant les escaliers familiers. Ondine? Sa voix était faible, mais pleine de soulagement. Mon Dieu, où étiez-vous? Valérie a dit que vous étiez parti visiter votre sœur à Marseille, mais je savais que c'était un mensonge. J'ai trouvé mon mari encore au lit,
visiblement plus faible que quand j'étais parti 2 jours auparavant. Il avait perdu du poids, ses joues étaient creuses, et ses yeux manquaient de leur éclat habituel. À côté du lit, j'ai remarqué plusieurs flacons de médicaments nouveaux que je ne reconnaissais pas. « Gaston, vous prenez de nouveaux médicaments ?» Valérie a dit que c'était des vitamines pour m'aider à récupérer plus rapidement, il a répondu, toussant. Mais je me sens de plus en plus mal. J'ai des nausées constantes, et mes mains tremblent. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai pris un des flacons et j'ai lu l'étiquette. C'était un médicament que je ne connaissais pas, mais le nom me semblait familier, où avais-je vu cela auparavant? Alors je me suis souvenu. Dans les documents que Solange m'avait montrés, ce même médicament avait été trouvé dans le sang de 2 des maris précédents de Valérie. Gaston, j'ai dit, contrôlant ma voix pour ne pas l'alarmer, vous n'allez plus prendre ces vitamines, d'accord? Apportez-moi tout. J'ai ramassé tous les flacons et je les ai rangés dans mon sac. Je devais les emmener pour analyse immédiatement. Où étiez-vous vraiment, Ondine? A demandé Gaston, tenant ma main. En train de découvrir la vérité sur notre belle-fille, j'ai répondu. Et vous n'allez pas croire ce que j'ai découvert. Je lui ai tout raconté rapidement, voyant ses yeux s'écarquiller de choc puis se plisser de colère. Cette femme essayait de me tuer, il a chuchoté. Je crois que oui. Mais maintenant nous avons des preuves, Gaston. Et elle va payer pour tout. J'ai entendu le bruit de la clé dans la porte d'entrée. Valérie était revenue. Restez silencieux, j'ai chuchoté à Gaston. Laissez-moi m'occuper de cela. Je suis descendu les escaliers et j'ai trouvé Valérie dans la cuisine, rangeant des courses. Quand elle m'a vu, son visage a pâli. « Comment êtes-vous entrée ici ?» elle a exigé de savoir. « C'est ma maison, Valérie », j'ai répondu calmement. « Je peux toujours entrer dans ma propre maison. » J'ai changé les serrures. Vous avez changé une serrure. Vous avez oublié la porte de derrière. Elle est devenue visiblement nerveuse. Vous devez partir. Maintenant. En fait, j'ai dit, m'asseyant à la table de la cuisine comme si rien ne s'était passé, c'est vous qui devez partir. Valérie a ri, mais c'était un rire forcé. Vous délirez, vieille femme. Cette maison est à moi maintenant. Vous en êtes sûr? J'ai demandé, sortant quelques papiers du dossier. Parce que selon ces documents officiels, vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. En fait, vous n'êtes qu'une locataire qui s'est rendue responsable de tous les coûts sans gagner aucun droit. Ses yeux se sont fixés sur les papiers, et j'ai vu la peur commencer à apparaître sur son visage. Plus intéressant encore, j'ai continué, c'est que vous avez commis un crime grave en m'expulsant de la maison. L'abandon de personnes âgées est un crime en France, punissable de jusqu'à 5 ans de prison. Vous inventez cela, elle a balbutié. Vraiment? J'ai mis plus de documents sur la table. Que diriez-vous de discuter de vos 3 mariages en Allemagne? Ou des rapports médicaux suspects de vos maris décédés? Ou peut-être, j'ai sorti les flacons de médicaments de mon sac, pourrions-nous parler des médicaments que vous donniez à Gaston? Le visage de Valérie est devenu blanc comme du papier. Elle a regardé les flacons, puis moi, puis de nouveau les flacons. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que vous savez, j'ai souri froidement. Vous savez exactement de quoi je parle. La question maintenant est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Valérie s'est assise lourdement sur une chaise, vaincue. Qu'est-ce que vous voulez? Premièrement, vous allez arrêter immédiatement de donner tout médicament à Gaston. Deuxièmement, vous allez me rendre ma maison et vous excuser publiquement auprès de tous les voisins. Troisièmement, vous allez signer un document admettant vos tentatives de fraude. Et si je ne le fais pas? Alors vous irez en prison, j'ai répondu simplement. J'ai suffisamment de preuves pour vous condamner pour tentative d'homicide, fraude, bigamie et abandon de personnes âgées. Vous passerez les 15 prochaines années dans une prison française avant d'être expulsé vers l'Allemagne, où vous ferez certainement face à plus d'accusations. Le silence dans la cuisine était assourdissant.
Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge ancienne que Gaston m'avait offerte pour notre 10e anniversaire de mariage. Il y a une troisième option, j'ai dit finalement. Valérie a levé les yeux, pleine d'espoir. Vous pouvez disparaître. Ce soir. Prendre vos affaires et partir pour toujours. Ne jamais revenir, ne jamais recontacter ma famille. En échange, je ne vous dénonce pas aux autorités. Et mon mariage avec Rémi sera annulé pour fraude matrimoniale. Mon fils sera libre de vous. Valérie est restée silencieuse pendant de longues minutes, pesant clairement ses options. Finalement, elle a acquiescé. J'ai besoin de temps pour ranger mes affaires. Vous avez 2 heures, j'ai dit. Et Valérie? Si je découvre que vous avez fait quoi que ce soit pour nuire à Gaston, ou si vous essayez de contacter Rémi pour le manipuler, je vous détruirai complètement. Compris? Elle a acquiescé de nouveau, vaincue. 2 heures plus tard, j'observais depuis la fenêtre de ma chambre tandis que Valérie chargeait ses valises dans un taxi. Elle ne s'est pas retournée une seule fois. La lumière du crépuscule lyonnais donnait à la scène une qualité presque théâtrale, la fin dramatique d'un chapitre douloureux de nos vies. Rémi était au travail et ne savait rien de ce qui s'était passé. Je savais que je devrais bientôt lui expliquer pourquoi sa femme avait disparu, et cette conversation me remplissait d'appréhension. Comment dit-on à son fils que la femme qu'il aime est une meurtrière? Gaston, qui avait récupéré des forces étonnamment rapidement après avoir arrêté de prendre les médicaments de Valérie, était assis dans le salon avec moi. Sa couleur commençait déjà à revenir, et le tremblement de ses mains s'était considérablement atténué. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle essayait de m'empoisonner, il a murmuré, secouant la tête. Comment ai-je pu être si aveugle? Elle était très convaincante, j'ai répondu, caressant sa main ridée. Elle savait exactement comment manipuler nos émotions, comment jouer le rôle de la belle-fille parfaite. L'analyse de laboratoire confirmera cela, j'ai dit, mais je suis certaine que oui. Les symptômes que vous décriviez correspondent exactement à un empoisonnement lent aux métaux lourds. Nous avons passé le reste de la soirée à nettoyer la maison, enlevant toute trace de la présence de Valérie. J'ai lavé tous les draps qu'elle avait touchés, j'ai aéré les pièces, et j'ai même brûlé de la sauge dans la cuisine, un rituel de purification que ma grand-mère m'avait enseigné il y a des décennies. Le son de la clé dans la serrure nous a alerté que Rémi était rentré du travail. Mon fils est entré dans la maison l'air épuisé après une longue journée à l'usine où il travaillait comme superviseur. Ses vêtements sentaient encore l'huile de machine et la sueur du travail honnête. « Maman ? Papa ?» il a appelé, enlevant sa veste de travail. « Où est Valérie ? » ?»« Rémi, assieds-toi, » j'ai dit gentiment. « Nous devons parler. » J'ai vu l'inquiétude immédiate dans ses yeux bruns, les mêmes yeux que son père. Rémi avait 42 ans, était un homme bon et travailleur, mais il avait toujours eu le cœur trop tendre. C'était cette même gentillesse qui avait permis à Valérie de le manipuler si facilement. Dans les 30 minutes suivantes, j'ai raconté à mon fils toute la vérité sur sa femme. J'ai montré les documents, les preuves, les flacons de médicaments. J'ai vu son visage passer par une montagne russe d'émotions, incrédulité, colère, tristesse, et finalement, soulagement. Je savais que quelque chose n'allait pas, il a admis finalement, se prenant la tête dans les mains. Elle était toujours en train de vous presser à propos de l'argent, du testament, de la maison. Et ces dernières semaines, elle agissait très étrangement, parlant seule au téléphone en allemand. Parfois elle riait d'une manière qui me donnait des frissons, il a continué. Et elle posait des questions bizarres sur vos habitudes, vos médicaments, vos routines quotidiennes. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable, mon fils, a dit Gaston, sa voix encore un peu rauque mais plus forte qu'elle ne l'avait été en semaine. Elle était très convaincante. Mais j'aurais dû m'en apercevoir, Rémi a insisté, frappant le poing sur la table. J'aurais dû vous protéger. Je suis votre fils, c'est mon travail. L'important c'est que maintenant vous connaissez la vérité, j'ai répondu, posant ma main sur son épaule tendue. Et que notre famille est en sécurité. Cette nuit-là, nous trois avons dîné ensemble pour la première fois en mois.
Valérie créait toujours de la tension pendant les repas, critiquant ma cuisine ou faisant des commentaires désagréables sur notre vie simple. Sans elle, la maison semblait respirer à nouveau. J'ai préparé le plat préféré de Gaston, un pot-au-feu traditionnel avec des légumes de notre jardin. L'arôme remplissait la maison, chassant les dernières traces de l'énergie négative que Valérie avait laissée derrière elle. C'est comme si un nuage noir était parti, a observé Rémi, savourant le repas familial. Je ne me rendais pas compte à quel point l'atmosphère était devenue tendue jusqu'à maintenant. Mais notre paix serait de courte durée. 3 jours plus tard, Rémi est arrivé à la maison visiblement agité. Il a claqué la porte plus fort que d'habitude et a jeté ses clés sur la table avec frustration. Elle est revenue, il a annoncé, passant ses mains dans ses cheveux noirs. Valérie est revenue, et elle répand des mensonges sur vous dans tout le quartier. Mon cœur a coulé. Quel type de mensonge ? Elle dit que vous l'avez expulsée de la maison parce que vous êtes raciste et que vous n'acceptez pas les étrangers. Elle raconte à tout le monde que vous la traitiez comme une esclave et que je suis trop contrôlée par vous pour la défendre. Le sang de Gaston est monté à son visage. Cette femme n'a pas de limite. Il y a plus, a continué Rémi, s'effondrant dans son fauteuil préféré. Elle a engagé un procès judiciaire alléguant qu'elle a droit à la maison et aux biens de la famille. Et elle a obtenu une ordonnance judiciaire temporaire qui vous interdit de la harceler ou de répandre des calomnies sur elle. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Même avec toutes les preuves que nous avions, Valérie avait réussi à retourner le jeu légal en sa faveur. Comment est-ce possible ? J'ai demandé, ma voix à peine un murmure. Apparemment, elle a engagé un avocat très cher et a allégué qu'elle est victime d'une famille française raciste qui n'accepte pas son origine allemande. Le juge a accordé une protection temporaire jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Elle a même apporté de faux témoins, a ajouté Rémi amèrement. Des gens qu'elle a payés pour dire qu'ils vous ont vu la maltraiter en public. J'ai réalisé que j'avais sous-estimé Valérie. Elle était plus intelligente et plus dangereuse que je ne l'imaginais. Elle connaissait le système, savait comment manipuler les émotions et les préjugés pour obtenir ce qu'elle voulait. Rémi, j'ai dit, j'ai besoin que vous me fassiez confiance encore une fois. Je peux résoudre cela, mais je vais devoir faire quelque chose qui peut sembler extrême. Qu'avez-vous en tête, maman ? Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut, j'ai souri mystérieusement. Je vais lui donner la maison. Rémi et Gaston m'ont regardé comme si j'avais perdu la raison. Ondine, vous ne pouvez pas être sérieuse, a protesté Gaston, se levant si brusquement que sa chaise a grincé. Maman, vous avez travaillé toute votre vie pour cette maison, s'est exclamé Rémi. Vous ne pouvez pas simplement la donner à cette créature. Faites-moi confiance, j'ai insisté, levant ma main pour les calmer. Parfois, la meilleure façon de détruire un ennemi c'est de lui donner exactement ce qu'il pense qu'il veut. Mais comment, a commencé Gaston. Vous vous souvenez du vieux dicton, donne assez de cordes à quelqu'un et il se pendra tout seul, j'ai souri. Eh bien, je vais donner à Valérie toute la corde dont elle a besoin. Le lendemain, j'ai cherché Solange à nouveau au bureau d'enregistrement. Le trajet matinal à travers Lyon m'a donné le temps de finaliser mon plan dans ma tête. Chaque détail devait être parfait. J'ai besoin de faire un transfert de propriété, j'ai dit dès que je suis entré dans son bureau. Je veux transférer la maison officiellement à Valérie. Solange m'a regardé avec inquiétude, enlevant ses lunettes de lecture et les nettoyant nerveusement. Ondine, vous êtes sûre ? Après tout ce qu'elle a fait ? Je suis sûre. Mais je veux que vous prépariez les documents d'une façon très spécifique. J'ai expliqué mon plan à Solange, qui a graduellement commencé à sourire. Son expression est passée de l'inquiétude à la compréhension, puis à l'admiration pure. Vous êtes diaboliquement intelligente, elle a ri, frappant ses mains ensemble. Cela va fonctionner parfaitement. Et c'est complètement légal aussi. Combien de temps cela prendra-t-il ? Avec les contacts que j'ai à la mairie et au bureau des impôts, je peux avoir tout prêt en 2 jours. Mais Ondine, elle s'est penchée vers moi, vous êtes absolument certaine de cela ? Une fois que c'est fait,
il n'y a pas de retour en arrière. J'en suis certaine, j'ai répondu fermement. Valérie veut jouer à des jeux? Eh bien, montrons-lui ce qui arrive quand on joue avec une professionnelle. 3 jours plus tard, Valérie a reçu une notification officielle que la propriété de la maison avait été transférée à elle, sans coût, comme geste de bonne volonté pour résoudre le conflit familial. J'ai entendu dire par Madame Fontaine qu'elle était restée sur le pas de sa porte pendant 10 minutes, relisant le document encore et encore, comme si elle ne pouvait pas croire sa chance. Elle était suspicieusement surprise par ma générosité soudaine, mais a signé tous les papiers rapidement, craignant clairement que je change d'avis. Elle a même amené 2 témoins, probablement les mêmes personnes qu'elle avait payées pour mentir sur nous. Merci beaucoup, Ondine, elle a dit avec une fausse douceur quand nous nous sommes rencontrés chez le notaire. Cela montre que vous avez finalement compris que j'avais raison. De rien, chère, j'ai répondu doucement. J'espère que vous serez très heureuse dans votre nouvelle propriété. Oh, je le serai, elle a dit avec un sourire satisfait. Et ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin de la maison. Peut-être même que je la rénoverai complètement, lui donnerai un style plus moderne. Le même jour, Gaston, Rémi et moi nous sommes installés dans l'appartement au centre de Lyon que nous possédions depuis des années. Il était plus petit, mais confortable, et se trouvait près de tout. De la fenêtre du salon, nous pouvions voir la Saône serpenter à travers la ville et les lumières de la basilique de Fourvière illuminer les collines au coucher du soleil. C'est en fait assez charmant ici, a observé Gaston, regardant autour de lui. Pourquoi n'avons-nous jamais pensé à y vivre avant? Parce que l'autre était notre maison de famille, j'ai répondu. Mais parfois, un changement de décor est exactement ce dont on a besoin. Valérie s'est installée dans la maison avec une satisfaction évidente. Je l'ai vue de la rue quelques jours plus tard, peignant les murs et arrachant les rosiers que j'avais plantés avec tant de soin au fil des ans. Chaque fleur détruite était comme un coup de couteau dans le cœur, mais je me suis rappelé mon plan et j'ai gardé ma patience. Ne vous inquiétez pas, maman, a dit Rémi, voyant mon expression mélancolique. Vous avez dit que vous aviez un plan. Patience, mon fils. La vengeance est un plat qui se sert froid. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Madame Fontaine. Ondine, chérie, elle a chuchoté dans le téléphone, vous devez savoir ce qui se passe dans votre ancienne maison. Valérie organise des fêtes presque chaque nuit. Il y a des voitures étranges qui vont et viennent à toute heure, et les voisins commencent à se plaindre du bruit. Merci de m'informer, j'ai dit calmement. Et il y a autre chose, elle a continué. J'ai vu des hommes en costume cher venir à la maison hier. Ils avaient l'air, comment dire, peu recommandables. Intéressant. Valérie devenait négligente, probablement enivrée par sa victoire supposée. Continuez à m'informer si vous voyez quelque chose d'inhabituel, j'ai demandé à Madame Fontaine. 3 semaines après le transfert, mon téléphone a sonné tôt le matin. C'était un appel que j'attendais, même si je ne savais pas exactement quand il viendrait. Madame Beaumont? Ici l'inspecteur Dubois de la police de Lyon. Nous avons eu quelques incidents dans votre ancienne propriété. Pourriez-vous venir au commissariat? Bien sûr, j'ai répondu, luttant pour garder la satisfaction hors de ma voix. Je peux venir immédiatement. Au commissariat, l'inspecteur Dubois, un homme aux cheveux gris dans la cinquantaine, m'a expliqué la situation. Il semble que la nouvelle propriétaire de votre ancienne maison soit impliquée dans quelques activités questionnables. Nous avons eu des plaintes de bruit, mais plus sérieusement, nous soupçonnons qu'elle utilise la propriété pour des activités illégales. Quel type d'activité? J'ai demandé, feignant la surprise. Blanchiment d'argent, possiblement trafic de drogue. Nous avons observé un flux constant de visiteurs suspects, des transactions en espèces importantes, et des dépôts bancaires qui ne correspondent pas à ses revenus déclarés. Oh mon Dieu, j'ai dit, portant ma main à ma poitrine. Je n'avais aucune idée. Nous allons devoir perquisitionner la propriété, a continué l'inspecteur. Et nous aurons probablement besoin de votre témoignage sur les circonstances du transfert de propriété.
Bien sûr, tout ce que je peux faire pour aider. Quand je suis rentré à l'appartement, Gaston et Rémi m'attendaient anxieusement. Alors, a demandé Rémi. La police va perquisitionner la maison demain, j'ai annoncé. Il semble que notre chère Valérie ait transformé notre ancienne maison en centre d'opération criminelle. Comment avez-vous su que cela arriverait, a demandé Gaston, admiratif. J'ai étudié son passé, j'ai expliqué. Les gens comme Valérie ne peuvent pas s'arrêter. Elle a eu la maison gratuitement, mais cela ne lui suffisait pas. Elle avait besoin de plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'excitation. C'était inévitable qu'elle tombe dans ses anciennes habitudes criminelles. Le lendemain, nous avons regardé depuis notre fenêtre d'appartement tandis que la police perquisitionnait notre ancienne maison. Des camions de police, des officiers en uniforme, des chiens détecteurs, tout le quartier était en émoi. Madame Fontaine m'a appelé dans l'après-midi avec les détails. Ils ont trouvé des quantités énormes d'argent liquide cachées dans les murs, elle a chuchoté avec excitation. Et des drogues. Dans votre belle cave à vin. Et il paraît qu'elle dirigeait un réseau international de blanchiment d'argent depuis votre cuisine. Ce soir-là, les nouvelles locales ont rapporté l'arrestation de Valérie et de 6 complices. Elle était accusée de trafic de drogue, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Les caméras l'ont montré emmenée en menottes, son visage furieux tourné vers les journalistes. « Comment vous sentez-vous » a demandé Rémi, nous regardant tous les trois sur le canapé. Satisfaite, j'ai répondu honnêtement. Justice a été rendue. Un mois plus tard, Valérie a frappé à la porte de notre appartement. Elle était visiblement nerveuse et portait une enveloppe dans ses mains. Ses cheveux blonds, habituellement impeccables, étaient ébouriffés, et ses yeux rouges suggéraient qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Ondine, il faut que je vous parle », elle a dit, sans ses manières arrogantes habituelles. Sa voix tremblait légèrement, et je pouvais voir qu'elle luttait pour maintenir sa composure. « Entrez », j'ai répondu poliment, servant du thé comme si rien ne s'était passé. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, cette femme qui m'avait jeté dehors venait maintenant me supplier d'aide. L'appartement était chaleureux et accueillant, avec des rideaux en dentelle que j'avais cousus moi-même et des photos de famille soigneusement disposées sur les étagères. C'était un contraste frappant avec l'état d'esprit agité de Valérie. « J'ai reçu ceci aujourd'hui », elle a dit, jetant l'enveloppe sur la table. « Je ne comprends pas ce que cela signifie. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai fait semblant de lire le document pour la première fois, bien que je sache déjà exactement ce qu'il contenait. Le papier officiel portait le sceau de la mairie de Lyon et était rédigé dans le jargon légal complexe que j'avais appris à naviguer au cours de mes décennies de travail. « Oh, ceci », j'ai dit avec désinvolture. « C'est une facture d'impôt en retard de la maison. »« Impôt en retard ? Quels impôts en retard ?» Sa voix montait d'une octave, révélant sa panique croissante. « Eh bien, quand vous êtes devenu propriétaire officiel de la maison, vous avez aussi assumé toutes les dettes associées à la propriété. Gaston et moi ne payons pas d'impôts depuis 3 ans parce que nous contestions l'évaluation de la mairie. » J'ai pris une gorgée délibérément lente de mon thé, savourant chaque seconde de son inconfort grandissant. Le visage de Valérie a pâli. « Combien d'impôts ? » Selon ce document, avec les intérêts et les pénalités, c'est 47 000 €. Elle a failli s'évanouir, s'agrippant au bord de la table pour se stabiliser. 47 000 €. Je n'ai pas cet argent. Quel dommage, j'ai répondu, prenant une autre gorgée de mon thé. Mais maintenant c'est votre problème. Vous êtes la propriétaire légale. Mais vous ne m'avez rien dit à ce sujet. Son accent allemand devenait plus prononcé sous le stress, révélant ses origines qu'elle essayait habituellement de masquer. Vous n'avez pas demandé. De plus, légalement, quand quelqu'un assume une propriété, il assume aussi toutes les responsabilités financières associées. Je parlais avec le ton patient que j'avais utilisé pendant des années pour expliquer les procédures légales complexes aux clients confus. Valérie a commencé à hyperventiler. « Qu'est-ce qui se passe si je ne paie pas ?
La mairie peut confisquer la propriété et la vendre aux enchères pour payer les dettes. Vous perdriez la maison et vous devriez encore ce qui resterait. C'est impossible. Vous m'avez piégé. Ses yeux se sont remplis de larmes de frustration et de colère. Je vous ai piégé, j'ai demandé avec innocence, inclinant légèrement la tête. Vous avez insisté pour avoir la maison. J'ai simplement exaucé votre souhait. Valérie est restée silencieuse pendant quelques minutes, calculant clairement ses options. Je pouvais presque voir les rouages de son esprit manipulateur tourner, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. Y a-t-il un moyen de résoudre cela? Elle a demandé finalement, sa voix réduite à un murmure. Eh bien, j'ai dit pensivement, je pourrais considérer racheter la maison de vous. À la valeur du marché, bien sûr, moins les dettes que vous avez assumées. Combien cela représenterait-il? La maison vaut environ 200 000 €. Moins les 47 000 € d'impôts en retard, plus les 15 000 € de coûts légaux que vous avez accumulés avec le procès que vous avez intenté contre nous, plus les coûts de transfert, je dirais que je peux offrir environ 125 000 €. Valérie a fait des calculs rapidement. Mais cela signifie que je perdrai plus de 75 000 €. Exactement. Mais vous ressortiriez quand même avec 125 000 €, ce qui est plus que ce que vous aviez quand vous êtes arrivé en France. Non. C'est du chantage. Elle a frappé la table, faisant trembler les tasses de thé. Non, cher. C'est le résultat naturel de votre cupidité et de vos choix, j'ai répondu calmement. Vous pouvez accepter mon offre, trouver 47 000 € quelque part pour payer les impôts, ou perdre tout quand la mairie confisquera la propriété. Et si je refuse tout? Si je me bats contre cela? Alors vous découvrirez que le système judiciaire français prend très au sérieux la fraude documentaire et l'abandon de personnes âgées. J'ai encore tous ces documents sur vos mariages précédents et vos activités criminelles. Valérie est partie furieuse, claquant la porte si fort que les cadres photos ont tremblé sur les étagères. Mais elle est revenue 3 jours plus tard, visiblement vaincue. Ces 3 jours avaient été cruciaux. Pendant son absence, j'avais reçu plusieurs appels de Madame Fontaine et d'autres voisins. Apparemment, Valérie avait tenté de vendre des objets de valeur de la maison pour lever des fonds, mais avait découvert que légalement, elle ne pouvait rien vendre sans d'abord régler les dettes de la propriété. Elle avait aussi essayé d'emprunter de l'argent, mais sa situation d'immigrante sans emploi stable et avec un casier judiciaire qui commençait à se révéler rendait cela impossible. « J'accepte votre offre », elle a dit amèrement quand elle est revenue. « Excellente. Mais il y a une condition supplémentaire. » « Quelle condition ? » Sa voix est hélas, résignée. « Vous devez admettre publiquement, par écrit, que vous avez inventé toutes les accusations contre ma famille. Vous devez présenter des excuses formelles à tous les voisins auxquels vous avez menti, et vous devez quitter la France définitivement après le transfert. C'est humiliant. Oui, ça l'est. Mais c'est mieux que la prison, qui reste une option si vous préférez. Elle n'avait pas le choix. Valérie a signé tous les documents. Une semaine plus tard, nous avons fait le transfert officiel. Je lui ai payé 125 000 €, elle a payé les impôts en retard et les coûts légaux, et il lui restait exactement 63 000 €, qui était justement la somme qu'elle avait volée des comptes bancaires de ses maris précédents en Allemagne, selon les documents que Solange avait découverts. Mais ma vengeance n'était toujours pas complète. Le jour de la signature finale, quand Valérie était sur le point de quitter le bureau d'enregistrement avec son chèque, Solange a posé une question apparemment innocente. « Valérie, avez-vous déclaré cette somme aux autorités fiscales allemandes ? Parce que, selon la loi internationale, toute somme au-dessus de 50 000 € obtenue à l'étranger doit être déclarée. » J'ai vu le sang quitter le visage de Valérie. Je ne savais pas. Oh, mais c'est obligatoire, a continué Solange joyeusement. Et comme nous avons maintenant cette transaction enregistrée officiellement en France, les autorités allemandes seront automatiquement notifiées. Ils voudront peut-être enquêter sur l'origine de cet argent. Valérie m'a regardé avec la panique dans les yeux. J'ai simplement souri sereinement. Ne vous inquiétez pas, j'ai dit doucement.
Je suis sûr que vous pourrez expliquer aux autorités allemandes d'où vient tout cet argent. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un inspecteur de la police allemande. Solange avait, coïncidentiellement, envoyé tous les documents sur le passé de Valérie aux autorités compétentes. Madame Beaumont, a dit l'inspecteur dans un français hésitant, nous avons arrêté Valérie Zimmermann à l'aéroport de Francfort. Elle tentait de quitter le pays avec une grande somme d'argent non déclarée. Quelle coïncidence intéressante, j'ai répondu. Nous allons aussi enquêter sur la mort de ses maris précédents. Vos preuves ont été très éclairantes. Nous avons découvert des traces du même poison que vous avez trouvé dans les médicaments de votre mari dans les corps exhumés. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Gaston, qui était visiblement plus en santé depuis qu'il avait arrêté de prendre les médicaments de Valérie. Est-ce fini? Il a demandé. C'est fini. Cette nuit-là, Rémi, Gaston et moi sommes retournés dans notre maison, notre vraie maison. J'ai planté de nouveaux rosiers où Valérie avait arraché les anciens, et Gaston a préparé une soupe en utilisant la recette de sa mère. Maman, a dit Rémi pendant que nous dînions, comment saviez-vous que tout se passerait bien? Expérience, mon fils, j'ai répondu. Quand vous travaillez avec des documents légaux pendant 35 ans, vous apprenez que la cupidité détruit toujours les gens cupides. Valérie voulait notre maison, notre argent, notre vie. Alors je lui ai donné exactement cela, et j'ai laissé qu'elle se détruise toute seule. Mais si elle n'était pas tombée dans le piège? Ah, mais elle devait tomber, j'ai souri. Les gens comme Valérie ne peuvent pas résister à une opportunité de gagner quelque chose sans travailler pour l'obtenir. C'était inévitable. 6 mois plus tard, nous avons reçu une lettre officielle de la police allemande. Valérie avait été condamnée à 15 ans de prison pour meurtre, fraude et bigamie. Les preuves que nous avions fournies, combinées à la nouvelle enquête, avaient été suffisantes pour prouver qu'elle avait empoisonné 3 maris précédents. 15 ans, a murmuré Gaston, lisant la lettre. Elle sortira de prison quand elle aura 50 ans. Si elle survit à cela, j'ai répondu. Les meurtrières de Marie ne sont pas très populaires dans les prisons allemandes. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, notre vie est revenue à la normale. Gaston s'est complètement rétabli, les médecins ont confirmé que les médicaments que Valérie lui donnait empoisonnaient graduellement ses reins. Rémi a rencontré une femme française merveilleuse appelée Claire, et il prévoit se marier l'été prochain. Et moi? Eh bien, je suis retourné aider Solange au bureau d'enregistrement quelques fois par semaine. Apparemment, ma réputation comme « la femme qui a vaincu l'escroc allemande » s'est répandue, et maintenant des gens de tout Lyon viennent me demander conseil sur comment se protéger des arnaqueurs. Hier, une jeune femme est venue me chercher parce qu'elle soupçonnait que son petit ami étranger essayait de voler ses économies. Après 2 heures de conversation et quelques appels téléphoniques, nous avons découvert qu'il était marié avec 2 autres femmes dans différents pays. « Comment savez-vous toujours ?» elle m'a demandé, impressionnée. « Parce que, j'ai répondu, lui servant du thé, à 70 ans, vous apprenez que les mauvaises personnes font toujours les mêmes erreurs. Elles sous-estiment les autres, surtout les personnes âgées. Elles pensent que nous sommes faibles, confuses, faciles à manipuler. Et vous l'êtes ? J'ai souri, me souvenant de Valérie essayant de m'empoisonner et de m'expulser de ma propre maison. Chérie, nous sommes la génération qui a survécu aux guerres, aux crises économiques, aux révolutions sociales. Nous avons construit nos vies à partir de rien, élevé des familles, travaillé dur pendant des décennies. Pensez-vous vraiment qu'une escroc de 35 ans puisse nous vaincre ? La jeune femme a ri et est partie de mon appartement avec un plan détaillé pour se débarrasser du petit ami arnaqueur. Cette nuit-là, pendant que j'arrosais mes rosiers dans le jardin, les mêmes rosiers que Valérie avait essayé de détruire, j'ai réfléchi sur tout ce qui s'était passé. Valérie pensait qu'elle avait trouvé des victimes faciles en un couple de personnes âgées françaises. Elle pensait que notre âge était une faiblesse, que notre bonté était de la stupidité, que notre générosité était de la naïveté. Elle avait tort sur tous les points. L'âge m'a donné de l'expérience. La bonté m'a donné des alliés. La générosité m'a donné une réputation qui m'a permis d'obtenir de l'aide quand j'en avais besoin.
Et la patience, la patience a été mon arme la plus puissante. Pendant que Valérie se dépêchait d'obtenir tout rapidement, j'ai attendu, planifié, et l'ai laissé se pendre avec sa propre cupidité. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue et que je vois d'autres personnes âgées être manquées de respect ou ignorées par des jeunes arrogants, je souris toujours. Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Nous, les personnes âgées, sommes une force qui ne doit pas être sous-estimée. Après tout, nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici en étant faibles. La dernière chose que j'ai su sur Valérie était à travers une lettre que Rémi a reçue de l'avocat de elle en Allemagne. Apparemment, elle essayait de faire appel de la sentence, alléguant qu'elle avait été manipulée par une famille française vengeresse. L'appel a été refusé. Le juge allemand a écrit dans sa décision, l'accusé a démontré un modèle clair de comportement prédateur contre des personnes âgées vulnérables. Son allégation d'avoir été manipulée par ses victimes de 70 ans n'est pas seulement infondée, mais démontre un manque complet de responsabilité pour ces crimes odieux. Quand Rémi m'a raconté cela, je n'ai pas pu éviter un éclat de rire. Même en prison, elle n'a toujours pas compris, j'ai dit à Gaston. Elle pense encore que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal. Certaines personnes n'apprennent jamais, il a répondu, mettant son bras autour de moi pendant que nous regardions le coucher de soleil de Lyon depuis la fenêtre de notre cuisine. Et ainsi se termine l'histoire de comment une femme de 70 ans a transformé une humiliation dévastatrice en la vengeance la plus douce possible. Non pas à travers la violence ou la cruauté, mais simplement en donnant à une personne cupide exactement ce qu'elle pensait qu'elle voulait. Parfois, la meilleure vengeance c'est de laisser les ennemis se détruire eux-mêmes. Et parfois, les vieux loups sont plus intelligents que les jeunes prédateurs ne l'imaginent. S'il y a une leçon que je veux laisser à qui a écouté mon histoire, c'est celle-ci, ne sous-estimez jamais personne, surtout les personnes âgées. Notre âge n'est pas une faiblesse, c'est notre force. Chaque ride raconte une histoire de survie, chaque cheveu gris représente une leçon apprise, chaque mouvement lent est calculé par l'expérience. Valérie a commis l'erreur fatale de penser que l'âge signifiait vulnérabilité. Elle a vu une femme de 70 ans et a imaginé une victime facile. Elle était tellement concentrée sur ce qu'elle pouvait gagner qu'elle n'a pas fait attention à ce qu'elle pouvait perdre. La deuxième leçon concerne la patience. Dans un monde où tout doit arriver rapidement, où les jeunes veulent des résultats instantanés, la patience est devenue un super pouvoir. Je n'avais pas besoin de me venger immédiatement. J'ai attendu, planifié, et j'ai laissé le temps travailler en ma faveur. La troisième leçon concerne l'importance des relations. Solange m'a aidé parce que nous avions construit une amitié de décennies basée sur le respect mutuel. Les voisins m'ont soutenu parce que j'avais toujours été une bonne voisine. Même Antoine, du café, m'a offert son aide parce que j'avais traité tout le monde avec gentillesse au fil des ans. Valérie n'avait aucun allié réel parce qu'elle n'avait jamais investi dans des relations authentiques. Elle voyait les gens seulement comme des moyens d'atteindre ses fins. La quatrième et plus importante leçon est que la vérité prévaut toujours. Cela peut prendre du temps, cela peut être douloureux, mais finalement, la vérité ressort. Les mensonges de Valérie semblaient convaincants au début, mais ils se sont effondrés quand ils ont été confrontés à des preuves solides et à une enquête persistante. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, notre famille est plus unie que jamais. Rémi a appris à valoriser la sagesse de ses parents. Gaston s'est complètement rétabli et est en meilleure santé qu'il ne l'a été pendant des années. Et j'ai découvert une nouvelle passion, aider d'autres personnes à se protéger des arnaqueurs et manipulateurs. Nous avons même créé un petit groupe de soutien pour les personnes âgées qui ont été victimes de fraude familiale. Nous nous rencontrons tous les lundis au centre communautaire, partageons nos expériences et nous aidons mutuellement à nous rétablir émotionnellement et financièrement. L'ironie finale ? La maison pour laquelle Valérie s'est battue continue d'être notre maison. Les rosiers qu'elle a arrachés ont fleuri plus beaux que jamais. Et la cuisine où elle a essayé de m'humilier est maintenant où je prépare du thé pour les gens que je viens aider. Parfois, le soir, quand j'arrose mon jardin et que je vois les lumières de Lyon s'allumer au loin, je pense à Valérie dans sa cellule froide en Allemagne. Se rend-elle compte enfin ? Réalise-t-elle que sa cupidité a été sa ruine ?
Probablement pas. Les gens comme elle apprennent rarement. Mais cela n'a plus d'importance. Parce que la vraie victoire n'était pas de détruire Valérie, c'était de protéger ma famille, préserver notre dignité, et prouver que l'expérience et la sagesse triomphent toujours sur la malice et la cupidité. Et si un jour quelqu'un d'autre essaie de nous faire ce que Valérie a fait, eh bien, maintenant ils savent qu'Ondine Beaumont n'est pas seulement une gentille grand-mère française de 73 ans. Je suis une force de la nature déguisée en mamie française. Et c'est la vérité la plus puissante de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous comprenez que nos histoires comptent. Que notre expérience a de la valeur. Que nous ne sommes pas seulement les vieux, nous sommes des survivants, des combattants, des personnes qui ont construit le monde que nous connaissons aujourd'hui. Combien d'entre vous ont déjà senti la glace de la trahison familiale? Ont déjà été traités comme s'ils étaient invisibles, jetables? Ont déjà vu leur sagesse ignorée par quelqu'un qui pensait en savoir plus? Commentez ici en bas. Racontez vos histoires. Parce que quand nous partageons nos expériences, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls. Que notre force est réelle. Que notre voix résonne encore. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui montrent que l'âge est un pouvoir, pas une faiblesse, abonnez-vous à la chaîne. Parce que pendant que le monde insiste à nous sous-estimer, nous continuons à prouver qu'ils ont complètement tort. Votre histoire mérite d'être entendue. Votre expérience mérite le respect. Et votre vengeance, eh bien, parfois elle est plus douce quand elle vient assaisonner de patience. On se voit dans le prochain récit. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour montrer de quoi nous sommes faits.